Industrial Nation, on est parti sur un podcast, nouvel épisode de notre podcast et notre chemin dans le marketing et les sales pour l'industrie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Gauthier de la société Mention, je le dis à la française, il faut le dire Mention, comment tu le dis? Tu peux dire les deux. Si tu veux avoir un esprit un peu Jean-Claude Van Damme, tu peux dire Mansion. Mention, Tu peux dire Mention, mais Mention. on a deux bureaux, un à New York, et du coup, les gens disent souvent Mansion et ils savent pas forcément que c'est français. C'est français. Alors, moi, je t'avoue que je faisais partie de ces gens qui pensaient que Mansion n'était pas une entreprise. Enfin, je savais pas que c'était une entreprise française, donc c'était plutôt une agréable surprise. Surtout que je pense que c'est une société avec une belle réussite. Tu peux nous parler un petit peu de ton rôle, peut-être pour commencer, nous dire un petit peu ce que tu fais chez Mansion, chez Mention. Je vais choisir pendant le podcast. Tu choisis, c'est demandé, il faudrait que tu choisisses. Comment t'es arrivé là-bas? Parce que en fait, pour tout dire, on se connaît déjà un petit peu d'avant. Je crois que tu es celui qui m'a poussé à un moment donné, qui m'a convaincu de passer chez HubSpot. En tout cas, tu as été un élément central dans le fait que je sois devenu une agence inbound. Donc, j'en profite pour t'en remercier, Mathieu. C'est flatteur, c'est super sympa. Je te remercie, Karim. Effectivement, je suis chez Mention aujourd'hui et je suis directeur marketing. Et on est une équipe de 6 personnes. Et auparavant, j'étais chez HubSpot et d'autres acteurs américains. Et chez HubSpot, j'étais plutôt sur la partie commerciale d'ailleurs, Mm. avec un peu de marketing, d'aide des équipes marketing internes, mais j'étais davantage commercial et mon but c'était d'aider les entreprises françaises à mettre en place une stratégie d'inbound marketing. Et je l'ai tellement vendu qu'en fait, je me le suis vendu à moi-même. Tu t'es auto-convaincu à force de le répéter, quoi. Exactement, je me suis trop convaincu. J'ai toujours été convaincu par la stratégie, ces stratégies que je trouve géniales. Mais j'ai voulu passer le pas et aller du côté obscur, si on peut dire, D'accord. et aller prendre un challenge sur une position, sur un poste de marketing. Et c'est ce que j'ai fait depuis le début de cette année. Ok. Et donc, je suis chez Mention et aujourd'hui, on a une stratégie purement digitale. Il faut savoir qu'on fait très peu d'événements offline, quelques événements comme e-marketing, qui est un salon assez connu en France, mais outre ça, on a vraiment une stratégie digitale et notamment une bande. D'accord. Pour info. Ok. Et tu peux nous parler rapidement de Mention, nous dire un petit peu ce que vous faites et à quoi sert la plateforme? Parce que moi, je connais bien. En fait, je l'utilise pas, mais je connais la plateforme, mais je suis pas sûr que notre audience sache de quoi on parle. Donc, si tu peux juste nous préciser un peu ce que vous faites. Oui, Mention, c'est un logiciel en SaaS qui te permet de savoir tout ce qui se dit sur toi, sur ta marque, sur tes produits ou sur tes services, sur tes concurrents, ton secteur, n'importe quel sujet, sur le web et sur les réseaux sociaux, en D'accord. temps réel. C'est ça qui est important, c'est en temps réel. On va surveiller des milliards de sources et on va te remonter toutes ces informations, Ok. simplement. Donc, c'est les principaux cas d'usage, c'est gérer son e-réputation, sa réputation en ligne, ou la développer, parce qu'on n'en a pas forcément. C'est surveiller ses concurrents pour être à l'affût en termes de produits et de services, de savoir ce qui sort, mais aussi s'il y a des fusions, des acquisitions, toutes les actualités sur tes concurrents, voir s'ils sont sur d'autres marchés pour ta croissance internationale et j'en passe. D'accord. Sur ton industrie, bien évidemment, pour savoir ce qui se passe, quels sont les faits d'actualité qui sont les plus discutés et que toi tu peux réutiliser. Quels sont les influenceurs, les décisionnaires, les ambassadeurs dans ton industrie et pour ta société. Comme par exemple l'agence Neil pour l'inbound, Mhm. qui peut faire partie d'un influenceur en France. Bon, ok, merci. Merci. Une question que je me pose, et c'était une interrogation que j'avais en même temps, est-ce que c'est pas des outils qui sont un peu plus dédiés au B2C? Est-ce que tu penses que ce type d'outil dans le secteur industriel, qui est, il faut bien le dire quand même si les choses bougent, qui est encore un peu old school. Alors, les réseaux sociaux dans l'industrie, je crois qu'aujourd'hui tout le monde a compris qu'il fallait les utiliser. Je suis pas sûr que la majorité des entreprises, en tout cas des PME, sachent comment s'y prendre. Oui. Est-ce que ce type de solution, est-ce que la veille, est-ce que l'influence, est-ce que c'est pas des choses qui sont plutôt réservées pour le B2C?
C'est une bonne question parce que on me la pose souvent d'ailleurs. Est-ce que c'est pas plutôt la veille, c'est pas plutôt réservé à du B2C aujourd'hui, on a 700 000 utilisateurs et parmi les industries les plus représentées, la première, c'est du B2B. D'accord. Et ce qui peut paraître paradoxal, mais la question, je vais te la poser très simplement. Est-ce que tu n'as pas envie de gérer ta réputation, quelle que soit ta société? Je pense que c'est quelque chose de critique. Je vais te sortir une stat que tu aimes bien et que je suis sûr que tu utilises tous les jours. 57% du cycle d'achat en B2B, il est fait en ligne avant même que ton prospect te parle. Ouais. Ça veut dire que les personnes, en fait, elles t'ont pas attendu. Elles vont aller sur Internet, elles vont prendre des informations, elles vont regarder ce qui se dit sur le sujet, sur les problématiques qu'elles ont. Et si tu n'es pas présent aujourd'hui, concrètement, tu es mort. D'accord. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que ce soit en B2B ou en B2C, et surtout en B2B, le web, le digital, les réseaux sociaux en font partie. C'est plus une option, quoi. C'est quelque chose qui est utilisé par nos acheteurs dans leur parcours d'achat. Donc, il n'y a pas de raison de mettre ça de côté et d'imaginer que c'est réservé à la vie privée ou en dehors de l'entreprise, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Et je pense que tout le monde peut se poser la question, qu'est-ce que je fais en général quand je vais opter pour un produit ou surtout un service? En général, je vais me renseigner sur Internet. Ça peut être le nom de l'entreprise, espace avis, et tu vas regarder ce que disent les gens sur Internet. Si vous faites ça, vous n'êtes pas les seuls, vous inquiétez pas, il y a 9 personnes sur 10 qui le font avant de prendre une décision. Et il y a 6 personnes sur 10 qui changent d'avis après avoir vu un avis négatif. Donc, si aujourd'hui, vous ne gérez pas votre réputation en ligne, clairement, vous êtes en train de perdre du business. Alors, justement, tu parles de réputation en ligne. Imaginons que je sois une entreprise industrielle, une petite PME industrielle qui n'a pas forcément une grosse présence en ligne. Comment on peut arriver à construire ce type de réputation? C'est quoi ce que tu appelles la réputation en ligne? Comment ça se matérialise? C'est relativement simple. La réputation en ligne, c'est l'analyse de toutes les discussions qu'il y a autour de ta marque, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, ça peut être un site média qui parle de toi, un site d'actualité local dans la région qui va parler de toi, mais ça peut être aussi une personne qui va te mentionner sur les réseaux sociaux et qui va pas forcément dire du bien de toi à chaque fois. Donc, c'est super important de remonter tout ça et de savoir ce qui se passe et de répondre aux éventuelles critiques, parce que je pense que ça peut être des apports. Et pour répondre à ta question, c'est important aussi de développer son audience et sa communauté à travers notamment les réseaux sociaux, mais aussi des actions de relations presse pour améliorer son image de marque, ou en tout cas la développer si on n'en a pas encore. Donc, un des premiers conseils que je peux donner aux sociétés qui sont dans le secteur industrie et qui n'auraient pas encore de présence en ligne, mais j'en doute, ce serait de commencer à créer des comptes et des pages sur les réseaux sociaux pour pouvoir interagir avec son audience, ses clients, ses ambassadeurs, mais aussi surtout les prospects qui seront vos clients de demain. Il y a beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui. Je pense que, encore une fois, toutes les entreprises industrielles ont compris qu'il fallait à un moment donné être présent sur Internet. Comment j'aborde le truc? Bon, est-ce qu'il faut être partout? Ça, c'est des questions, je pense, qu'on te pose souvent. Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux à privilégier? Est-ce que pour le secteur industriel, c'est quoi un peu ton avis sur quel canal ou en tout cas quel média te paraît le plus ou quels sont les médias les plus intéressants aujourd'hui? C'est une bonne question et je pense que ça dépend vraiment de chaque secteur. Et même au sein de chaque secteur, il peut y avoir des différences. Et ça dépend aussi de votre pays. Parce qu'en fonction des pays, par exemple en Allemagne, on va plutôt utiliser Jing que LinkedIn. En termes si je commence par les réseaux sociaux, en termes de réseaux sociaux, il n'y a pas de mystère en fait. Il faut voir en termes de réseaux sociaux, les réseaux sociaux sur lesquels les éventuels influenceurs sont présents, vos concurrents, si vous n'êtes pas encore présent, et vos éventuels prospects et clients. J'imagine que dans le secteur industrie, déjà sur LinkedIn,
va être à privilégier. Twitter, je pense moins, et encore, parce que quand on regarde le nombre d'utilisateurs Twitter, on peut se dire que forcément, il y aura quand même des personnes dans votre secteur. Facebook, on n'en prend pas forcément conscience, mais qui n'est pas sur Facebook aujourd'hui. Il y a quand même énormément de gens qui sont sur Facebook à titre personnel. Je prends l'exemple de ma famille, de ma mère par exemple, qui est dans un cabinet de notaire, tu vois, donc c'est quand même très spécifique et qui est quand même sur Facebook et qui interagit. Donc cette personne-là, tu peux la cibler, que ce soit avec ton contenu, en développant ton audience, mais aussi avec des campagnes payantes ou autres. Je pense qu'il ne faut pas négliger Facebook. Je dirais que Twitter, j'aurais un peu plus de réserve sur le secteur industrie. Ouais, bon, c'est un peu ce que je me dis aujourd'hui. Après, je pense que ça peut être intéressant pour toucher éventuellement ce que tu appelais des influenceurs, des médias ou ce genre de choses, pour faire de la veille aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on se pose pas mal de questions sur le retour sur investissement, sur le temps que nécessite l'investissement que tu dois faire sur Twitter pour pouvoir exister et derrière un peu les retombées que tu peux avoir qui sont beaucoup plus intéressantes à mon avis sur LinkedIn. Et je partage vraiment ce que tu dis sur Facebook. Moi, je l'ai longtemps et je pense que c'était une erreur négligée, en tout cas pour mes clients, en me disant que effectivement c'est du B2B, l'industrie, on voit pas trop de choses là-dessus. Et on a un peu changé d'avis, notamment avec des clients où il peut y avoir dans les métiers des sortes de communautés. Je pense à un de mes clients qui est dans la soudure. Il y a des vraies communautés de soudeurs passionnés sur Facebook et qui s'échangent des photos de soudure, qui soudent avec des masques, il se passe plein de trucs. Et si on veut toucher ces utilisateurs finaux de ces produits, si on vend des outils pour des soudeurs, typiquement Facebook, je pense que c'est le canal le plus intéressant aujourd'hui. Et effectivement, et si je te prends l'exemple vraiment de mention, nous aujourd'hui, en termes de taux de conversion, Facebook, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Ouais. Et on n'a pas investi énormément de temps dans les années précédentes. Aujourd'hui, on investit beaucoup plus de temps sur Facebook. Twitter, on a énormément de trafic qui vient de Twitter, mais finalement, le taux de conversion est faible. Et LinkedIn, le taux de conversion est plus faible également. Donc aujourd'hui, et j'avais peut-être aussi un préjugé comme toi, mais aujourd'hui, je peux te dire que Facebook, pour nous, est super important. D'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous trouvez aussi des clients qui sont essentiellement en B2B. Vous trouvez vos clients aussi en partie sur Facebook. Alors qu'à priori, on pourrait se dire que c'est un outil réservé à des sociétés et qu'il n'y a pas forcément de lien entre les deux. Exactement, tu as bien résumé. Et je voulais rajouter un point sur parce qu'on a parlé vraiment de réseaux sociaux. Ce qui est super important d'identifier également, c'est quels vont être les sites médias qui ont du poids dans ton secteur et dans lequel tu vas vouloir collaborer avec. D'accord. Je prends un exemple encore une fois de mention, mais on peut donner d'autres exemples. Pour mention, nous, on parle beaucoup de veille, de réseaux sociaux. Et donc, il y a des sites très influents, pas forcément en France, mais plutôt aux États-Unis, comme Social Media Today, Social Media Examiner, qui vont parler constamment de sujets similaires à ce que nous, on traite. Et donc, pour nous, c'est très important de contacter ces sites-là et de créer du contenu sur leur plateforme, sur leur site, pour capter une audience supplémentaire. Pourquoi je dis ça? Parce que pour le secteur de l'industrie, c'est la même chose. Il y a forcément dans votre secteur et dans votre sous-secteur, si je puis dire, des sites puissants, des sites de référence, et pour lesquels il faut aller soit créer du contenu, soit faire des actions de relations presse. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que l'idée, c'est de prendre contact avec ces sites-là, les identifier d'abord. Donc, on peut être parfois surpris aussi des résultats quand on n'a pas fait ce travail d'identification un peu de ces médias ou de ces influenceurs. Et après, ce que tu dis, c'est d'aller contacter ces gens-là pour leur proposer de la création de contenu qui apporterait une valeur ajoutée pour leur propre audience et donc de récupérer du lien entrant vers son propre site ou en tout cas, faire en sorte qu'on parle un peu plus de notre société. Si je résume, c'est ça ce que tu as dit. C'est exactement ça. D'accord. Tu vas gagner en visibilité pour l'audience, mais si on va un peu plus sur la partie technique que tu connais mieux que moi, sur le référencement, en termes de backlink, si ton site est mentionné sur un autre site qui a un meilleur référencement que toi, bien évidemment, tu vas gagner en crédit SEO et c'est ultra bénéfique pour
pouvoir avoir plus de trafic à terme sur ton site internet et pas uniquement via cet article de blog, mais pour que tout ton site bénéficie de ce crédit SEO. Ok. Une question que je me posais, c'est, là on a vu quelques tactiques, en tout cas quelques approches qui peuvent être intéressantes. Une entreprise industrielle qui n'a pas forcément les moyens d'avoir une équipe marketing, alors je parle plutôt de PME, ou en tout cas qui n'a pas cette culture-là de construire une vraie équipe marketing avec un community manager, un spécialiste du SEO, etc. Quel conseil tu donnerais pour qu'elle puisse quand même gérer un peu ces réseaux sociaux? Comment on peut faire en interne pour faire en sorte que ça soit bien géré? Est-ce que tu as des exemples ou est-ce que tu imagines comment on pourrait faire et des conseils à donner sur ce sujet? Oui, c'est vraiment une bonne question. Et si je te prends encore l'exemple de notre équipe, nous, on n'a pas de community manager à proprement parler. D'accord. Donc, en marketing, il y a 3 personnes qui s'occupent du contenu, une personne qui s'occupe de la partie outils et une personne qui s'occupe de la partie développement du site internet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de community manager, mais on est tous engagés et responsables sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on va tous se donner des créneaux horaires où on va gérer les réseaux sociaux. D'accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je te dirais, c'est que toutes les parties prenantes dans ton entreprise, c'est pas uniquement le marketing, mais c'est aussi les commerciaux, c'est aussi les responsables et les directeurs. Et ça peut paraître bizarre, mais c'est les premiers ambassadeurs de ta marque. Un contenu qui est partagé par une personne de ton entreprise, il a 7 fois plus d'engagement que si tu l'envoies sur le compte de la société. Le compte de la société, ouais. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Donc, ça veut dire qu'il faut que tes commerciaux et que toutes les personnes dans l'entreprise prennent part à cette initiative. Et bien entendu, si tu n'as vraiment pas le temps pour ces actions marketing, ben, tu peux te faire accompagner par une agence. Je sais que toi, tu proposes des services d'inbound marketing. Il y a ça, c'est exactement le fonctionnement de beaucoup d'agences. Nous, pour te donner un exemple, on a 30% de nos clients, c'est des agences. D'accord. Ce qui veut dire qu'ils accompagnent aussi les entreprises. Tu peux te faire accompagner sur la gestion de ton e-réputation ou si tu peux en interne, mais je recommande vraiment d'utiliser les différentes équipes parce que c'est elles qui vont être moteurs de cet engagement et de développer ton audience. Tu peux, par exemple, demander aux commerciaux quelles sont les problématiques remontées par les prospects et par les clients. Et ça peut t'aider à savoir quel contenu tu vas créer, mais quel contenu aussi tu vas diffuser sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui va te donner ton schéma directeur. Plutôt que de te baser sur des préjugés, je pense que les prospects et les commerciaux, c'est les meilleurs conseillers de ta stratégie marketing. Donc, c'est un engagement de toute l'équipe. C'est pas un truc réservé au community manager ou aux stagiaires qu'on a mis dans un petit bureau pour s'occuper de Facebook et de tout ça. Là, je pense que tu l'as bien souligné. Je partage entièrement ce que tu as dit. Et quelque chose que tu viens de dire qui est intéressant, c'est que il y a de la diffusion d'informations. On va partager des actus ou des contenus qu'on a produits. Mais il y a surtout la possibilité à travers les réseaux sociaux aussi d'aller chercher des sujets et d'aller chercher les préoccupations de ses clients. Et ça va venir enrichir aussi la stratégie marketing de l'entreprise parce que on a toujours du mal à récupérer ces informations-là sur le client final. Dans l'industrie, parfois, c'est encore plus difficile parce qu'on passe par des réseaux de distribution. Donc, le fait d'avoir un contact direct avec l'audience, ça permet peut-être aussi de poser des questions, d'utiliser les comptes des commerciaux pour faire remonter ces fameuses questions qu'on leur pose en permanence et qui sont un peu la mine d'or. J'en parle souvent dans ce podcast. La mine d'or en termes de sujets de billets de blog et de sujets de contenu à mettre en ligne. Exactement. Et puis, tu peux utiliser aussi des outils. T'es pas obligé. Enfin, il y a beaucoup d'outils qui peuvent t'aider en plus de ta stratégie. Je pense à Mention, mais je pense aussi à HubSpot, à Buffer, à Outsuite, qui vont être des outils qui t'aider sur la publication automatique ou automatisée en tout cas, personnalisée. Sur les différents comptes de ton entreprise. Ça veut dire que si tu t'occupes du marketing, tu vas pouvoir publier avec l'accord de tes commerciaux sur les comptes de tes commerciaux aussi pour favoriser l'engagement. C'est une autre manière aussi de t'aider si tu n'as pas forcément le temps de le faire. D'accord. Tu as parlé des commerciaux. Nous, il y a un sujet qui nous préoccupe beaucoup, en tout cas qui est important. C'est pas un truc réservé au marketing. Il faut impliquer les commerciaux là-dedans. Oui. Toi, tu as été commercial chez HubSpot. Maintenant, tu es dans le marketing.
C'est quoi les bonnes pratiques que tu recommandes pour pouvoir engager ces commerciaux, surtout s'ils sont peut-être un peu old school, à aller sur LinkedIn, à partager. Alors, je sais qu'on peut partager automatiquement, mais comment on peut faire pour leur montrer qu'on a besoin d'eux et quels conseils toi tu donnerais? Et il est relativement simple, je dirais, parce que l'objectif principal d'un commercial, c'est d'aller signer des affaires pour faire développer l'entreprise. Et la bonne nouvelle, c'est que le marketing, la mission, elle est quand même assez similaire aujourd'hui. C'est de faire croître l'entreprise en allant chercher du business et donc en envoyant des opportunités d'affaires aux commerciaux. Ce qui veut dire qu'on a un objectif commun et la difficulté qu'on rencontre souvent, c'est qu'il y a un décalage de communication entre ce que pensent les commerciaux de l'équipe marketing et ce que pense l'équipe marketing des commerciaux. En général, tu as les commerciaux qui vont dire bon, bah, le marketing, ça sert à envoyer des newsletters, ils sont gentils, mais moi, je suis là pour closer du business. Ouais. Et l'équipe marketing va plutôt dire bah, moi, je comprends pas les commerciaux. En fait, ils comprennent pas ce qu'on fait parce qu'on leur envoie des bons leads, des bons prospects et ils prennent pas la peine de les closer. Et je pense qu'il y a vraiment, quand tu parlais d'alignement marketing et commercial, il y a vraiment une scission parfois. Et ça, c'est le point de départ. Donc, le point de départ, c'est de comprendre d'un côté ou de l'autre quel est le métier de l'autre personne, mais surtout de passer du temps avec cette personne. Je donne un exemple. Moi, la première chose que j'ai faite, c'est pas de regarder ce qu'on avait fait en marketing. La première chose que j'ai faite, c'est de faire du shadowing avec les commerciaux pendant 2 semaines. Pour vraiment comprendre un peu de quoi ils parlent et ce qu'on leur pose comme question. Exactement, parce que même si je comprenais à peu près ce que fait l'outil, en fait, on s'en fiche de l'outil. Moi, je voulais vraiment comprendre des problématiques de mes prospects. Pour ensuite pouvoir bien répondre à ces problématiques. D'accord. Donc, c'est important que les équipes marketing aillent suivre les commerciaux, mais aussi que les commerciaux comprennent ce que fait l'équipe marketing. Et en tant que responsable marketing, tu te dois aussi d'aider les commerciaux à pouvoir mieux signer des affaires. Donc, tu te rends compte qu'en fait, les commerciaux, parfois, ils ont besoin d'une présentation ou ils ont besoin d'une fiche comparative avec un autre concurrent ou ils ont besoin d'aide sur la rédaction des emails. Ça, c'est super important. Et donc, ça, c'est aussi le rôle de l'équipe marketing. Mais avant tout, il faut quand même, comme je disais, comprendre les vrais challenges. Comprendre les challenges sur le terrain. Et il y a quelque chose que je rajouterais, surtout sur des secteurs comme le secteur industriel, c'est très souvent les commerciaux qui ont vraiment le pouvoir dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut avoir des responsables marketing, des dirigeants marketing, oui. Mais je crois que les responsables marketing de PME industrielles qui écouteront ce podcast se reconnaîtront. Il y a le pouvoir, quand on doit trancher, à un moment donné, l'avis des commerciaux ou l'avis du commerce, des sales, il a généralement plus de poids. Donc, vous avez plutôt intérêt à aller voir comment vous pouvez les aider. Et je pense que c'est vraiment là qu'on peut avoir un meilleur alignement, toujours dans l'objectif de générer du business, parce que c'est quand même ça le but à la fin. C'est pas simplement de publier sur Facebook ou sur LinkedIn. C'est surtout de savoir comment on va mettre en place une machine qui permet de conclure du business, quoi. Et c'est ça. Et je pense que c'est le message envoyé. Il est très simple quand tu vas voir des commerciaux. C'est t'as envie de closer plus de business. Je suis là pour t'aider, mais aide-moi aussi. Je pense que c'est un travail d'équipe. Et effectivement, quand ils vont repartager du contenu que tu as écrit, c'est pas uniquement pour développer une communauté, mais c'est aussi pour générer des leads. Donc ça, il faut bien qu'ils le comprennent. Il faut bien expliquer les finalités quand on fait une action marketing, parce qu'on est parfois trop la tête dans le guidon, et nous, ça nous paraît évident, mais c'est pas évident pour tout le monde. Donc, il faut vraiment expliquer que le but, c'est de générer plus de prospects ou par exemple plus de clients dans nos actions marketing, et ensuite on explique le plan. Mais il faut bien commencer par ce point-là, et je pense que les commerciaux seront également très réceptifs à ce type de message. Ok. Petite question peut-être pour conclure. Enfin, c'est pas vraiment une question. Quand on a préparé un peu ce podcast, tu m'as dit qu'il y avait peut-être besoin de montrer aussi des études de cas ou des choses concrètes à des entreprises comme celles qu'on accompagne ou qui sont des entreprises qui sont pas forcément très à l'aise avec tout ça. Est-ce que tu as un exemple concret en tête, alors pas forcément d'une entreprise industrielle, mais si tu en avais un, ça serait le top, de façon d'utiliser toute cette veille, tous ces outils et de réussite derrière en termes de business, parce que c'est aussi ça qui manque souvent
comment on raccorde tout ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux en termes de réputation et aussi sur le web à travers ces actions RP dont tu parlais. Et derrière, comment on raccorde ça avec la croissance, avec le retour sur investissement, avec des ventes. Est-ce que tu as des exemples ou une histoire à nous raconter là-dessus? J'ai un exemple très précis d'une entreprise du CAC 40 qui est dans l'industrie. Le logo, c'est le Bimada, mais ils font des pneus, donc j'imagine. D'accord. Et, euh, et eux, par exemple, ils utilisent la veille pour améliorer leurs produits. C'est-à-dire que Ok. ils vont récolter les avis sur Facebook ou sur d'autres sites. Enfin, ça peut être des blogs, hein, ça peut être Ouais. des forums précis sur, par exemple, des motards qui vont parler de tel pneu et qui Des vont pneus, ouais. en général se plaindre sur tel nouveau pneu parce que ça fait du bruit ou parce qu'ils n'ont pas aimé l'adhérence, etc. Euh, Ils vont utiliser ces avis-là, ils vont les remonter à l'équipe de production, à l'équipe produit qui va améliorer le produit. Ça, c'est la première D'accord. chose. Et ce qui est difficile, et si tu n'utilises pas de solution de veille à proprement parler, ce qui est difficile, c'est que quand quelqu'un va se plaindre, il va pas forcément te mentionner, il va pas mettre le Hmm. arrobas. Et donc ça, c'est assez difficile de remonter si tu On va n'utilises remonter ça. pas Ouais. une solution, un outil précis. Et c'est une des grosses problématiques qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'on parlait d'eux, mais ils ne le voyaient pas forcément. Ouais. Il y avait une image qui était partagée sur Facebook et ils ne le savaient pas forcément non plus parce qu'ils n'étaient pas mentionnés. Et ça, c'était le premier cas d'usage qu'ils ont eu. Et le deuxième, c'est pour tous les avis positifs. Ils l'utilisent, ils le remontent et ensuite ils le donnent aux commerciaux. D'accord. C'est-à-dire que ce soit les avis positifs sur les réseaux sociaux, mais surtout des sites médias qui vont parler de la sortie d'un nouveau produit de cette entreprise et les bienfaits de ce nouveau produit. Ils reprennent toutes ces informations, ils l'envoient aux commerciaux et les commerciaux ils utilisent un argumentaire Ok. pour D'accord. euh, les, euh, les distributeurs en disant vous voyez, on vient de sortir tel produit il y a 2 semaines, regardez les avis positifs. Hmm. Donc, je ne pense pas faut que vous commandiez 100 000 produits, mais il faut plutôt que vous en commandiez 500 000 parce qu'on a des D'accord. bons Ok. retours. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'ils l'utilisent pour améliorer leurs produits, mais aussi pour le Mais pitch pour vendre. Ouais. commercial. Donc c'est pas pour résumer, pour peut-être conclure ce podcast, c'est pas uniquement pour surveiller si on dit du mal de nous. C'est aussi principalement pour développer le business, pour améliorer ses produits, pour améliorer sa relation avec ses clients. Parce qu'en écoutant les clients, on va aussi mieux les servir. Et je pense que quoi qu'on dise, on arrive toujours à cette maxime, le client est roi et il reste roi même sur même sur Internet et même sur les réseaux sociaux. Exactement. Et les avis positifs donc de tes clients, si tu arrives à les remonter, tu peux les contacter. Tu peux les Ça peut utiliser. devenir des témoignages clients que tu peux ensuite mettre sur ton site ou dans des présentations commerciales. Et là, on est dans la phase delight de la méthodologie inbound et on a Exactement. transformé nos clients en ambassadeurs. Exactement. C'est D'accord. exactement ça. Ok, je vois que tu as de bons restes de chez HubSpot. Mathieu, je te remercie beaucoup pour ce podcast. Je pense que ça va être très utile à notre audience. Avec plaisir. Et puis, je te souhaite bonne continuation dans ton poste. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser à nouveau. Et puis, je dis à bientôt à tous nos auditeurs vous pouvez suivre ce podcast sur SoundCloud, sur iTunes, sur Stitcher et bien sûr sur notre blog. Et c'est un podcast qui s'appelle Industrial Podcast pour ceux qui n'auraient pas encore compris qu'on s'adresse à l'industrie. Mathieu, à très bientôt. À très bientôt. Merci Karim.